je me présente déjà, je suis Alexandre Mazier, je travaille chez Cepage. Au quotidien, je m'occupe plutôt de ce qui est innovation, R&D et valorisation de la donnée. Mais là, pour aujourd'hui, je suis là en tant que hôte d'accueil pour cette première réunion de ce groupe de développeurs dijonnais avec lequel on a travaillé avec quelques entreprises qui vont passer les unes derrière les autres pour présenter, et puis Dijon Métropole. On espère que ça va vous apporter de l'information, des opportunités d'échange et répondre à vos attentes et vos questions. On reviendra dessus, mais ce groupe, on le lance, mais ça sera vraiment le vôtre, donc ce sera à vous de vous en saisir ensuite. Je ne vais pas vous monopoliser la parole très longtemps, je vais juste, puisqu'on vous accueille, vous dire quelques mots quand même sur qui est Cepage. Certaines personnes, je vois quelques anciens collègues dans la salle, donc certains connaissent. Juste pour vous resituer, Cepage, donc on est localisé ici, Toison d'Or, plus pour très longtemps. Dans un an, on bouge à Valmy, puisqu'on est un peu à l'étroit. On a 20 ans. On a fêté nos 20 ans il y a quelques semaines. Vous avez peut-être vu passer des coms, des news sur les réseaux, la presse locale. On est une entreprise publique, donc ça c'est important, ça veut dire qu'on n'est pas assujetti à dégager du bénéfice et des choses comme ça. On travaille pour le bien de nos clients qui sont les centres hospitaliers. Donc tout ce qu'on récupère en chiffre d'affaires, en fait, c'est automatiquement réinjecté en développement de nos activités et offrir des nouvelles solutions à nos clients. Le marché clientèle, il est quand même important. Vous ne savez peut-être pas le marché de la santé, ce que ça représente en France. En tout cas, l'hôpital public en France, c'est à peu près 1000 établissements. Et on a en moyenne entre 300 et 330 clients qui sont adhérents chez nous. Donc on a l'habitude de dire avec nos collègues et néanmoins concurrents qu'on est le plus petit des gros éditeurs de santé en France, puisque les autres sont beaucoup plus gros que nous. Et puis pour conclure, juste quelques mots, on travaille essentiellement aujourd'hui en Java, donc technologie qui est un peu vieillissante, qui commence à être sur le déclin, mais qui malgré tout nous donne aujourd'hui de l'avance, parce que par rapport à nos concurrents, on est les seuls à avoir réécrit, quasiment les seuls à avoir réécrit notre offre dans un langage, on va dire, moderne. Si on peut dire que Java soit encore moderne aujourd'hui. Mais voilà, on ne va pas demander au système banque-assurance de supprimer toutes leurs lignes de COBOL. Nous, on a le même souci avec les systèmes de gestion hospitaliers, avec toutes les règles de la fonction publique hospitalière. On a des millions de lignes de code aussi de notre côté, et réécrire toute notre offre en Java, ça nous a pris quasiment 10 ans. Et puis après, on a des petites subtilités. On fait de l'Angular, on fait du Python, on fait du R, on fait du machine learning, de l'IA, on fait un petit peu de tout. Alors, pour la suite des exposés, on a une petite habitude chez nous, c'est qu'on a souvent des collaborateurs qui sont timides et qui n'osent pas forcément poser les questions en live pendant les sessions. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Klaxoon, en tout cas, c'est une petite appli qu'on utilise souvent. Si vous vous connectez dessus, donc soit vous flashez le code, soit vous allez sur l'application et vous rentrez le code d'invitation qui est noté à côté. Ça vous permettra de poser vos questions par le biais du téléphone, et puis ça me permettra moi, ensuite de les reposer à l'orateur pour les faire connaître à tout le monde. Si vous préférez les poser de vive voix, il n'y a pas de souci, vous êtes aussi les bienvenus pour participer. Donc, je vous laisse quelques instants pour ceux qui veulent se connecter. Donc cherchez pas, vous ne pouvez pas poser les questions pour l'instant, il faudra que j'activerai les questions en fonction des présentations qui seront en cours. Et vous verrez, ça se présente sous la forme d'un outil d'idéation de brainstorming. C'est-à-dire que vous posez une question, vous pouvez la poser, les autres la voient. Si la question vous intéresse, vous pouvez la liker, donc moi ça la fera remonter dans la liste, et du coup elle sera posée en priorité en fin de présentation. À peu près bon. Je ne vais pas m'étendre sur l'agenda, vous avez reçu les invitations de toute manière, l'accueil c'est fait. Je vais passer la parole à Adrien Gras qui va être le futur président de l'association de développeurs dijonnais, avec qui on a travaillé, et ensuite il y aura trois présentations plus techniques.
une par Gameo, une par Atoll CD et une par AllNext. Adrien. Ok, si je rejoins l'ouvert, c'est plus facile. Impec. C'est bon, t'es dessus. Ouais. Tiens, si tu veux. Eh bien, bonjour à tous. Et puis, bienvenue pour ce premier événement du Developers Group Dijon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et je pense que vous êtes nombreux, je m'appelle Adrien, je suis architecte solution, et si je me présente aujourd'hui devant vous, c'est en ma qualité, effectivement, de futur président du collectif Developers Dijon. Tout d'abord, avant de vous présenter le collectif, je voudrais remercier très chaleureusement Alexandre et toutes les équipes de CEPAGE qui nous accueillent aujourd'hui, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à rendre cet événement possible. Ça a été un gros travail depuis quelques mois, et je suis assez fier de voir qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui devant nous. Donc le Developers Group Dijon, qu'est-ce que c'est ? Mais en fait, c'est un collectif qui a été fondé par une vingtaine d'entreprises, d'écoles et de collectivités locales, dans le but de créer, d'animer et de fédérer une communauté autour de la tech dijonnaise. Donc pour ça, ce qu'on va faire, comme aujourd'hui par exemple, on va créer des manifestations, des événements, des rencontres, pour tout simplement faire en sorte que vous, les gens de la tech dijonnaise, vous puissiez interagir, apprendre, pourquoi pas présenter aussi comme aujourd'hui, vos connaissances et discuter de tous les sujets qui relateraient du développement informatique et de la tech en général. Alors quand on parle d'événements, j'ai skippé une frame, ok, voilà. Donc ça c'est le planning qu'on a prévu pour toute l'année 2022. Donc bien évidemment l'événement d'aujourd'hui, le 30 juin, donc le TED Talk, donc qui va porter autour des frameworks. En septembre, on est en train de vous concocter un petit événement sous forme de table ronde où vous pourrez venir parler de sujets autour de la tech. Bien sûr, on va communiquer dessus dans les semaines qui suivent. Et enfin, en novembre, on va organiser un événement comme un DevFest. Donc ça veut dire que ça va être une journée avec 2 files de conférences et autour de ces conférences, des espaces d'échange, des espaces de communication, de networking où vous pourrez vous rencontrer, discuter autour de sujets, bien sûr, autour de la tech. Alors, ce collectif, il a été créé pour vous, mais il sera fait par vous. C'est-à-dire que nous, on peut créer, gérer, évidemment, les événements, mais on a bien sûr besoin de votre feedback pour savoir ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez envie de voir comme sujet présenté ou discuté, ou même sur lesquels vous voudriez échanger. Donc pour ça, il y a évidemment plusieurs moyens. Donc déjà, comme ce que vous faites aujourd'hui, et je vous en remercie, venir participer à nos événements. C'est peut-être même le plus important finalement. Et ensuite, partager nos actualités sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui avait rejoint notre page et ça fait vraiment plaisir. Aussi nous envoyer, pas hésiter à venir discuter avec nous et nous envoyer par le biais de nos contacts toutes les idées, que ce soit les idées d'événements finalement ou de sujets que vous avez envie de voir traités. Et enfin, si vous avez envie de vous engager à titre personnel un petit peu plus dans l'aventure Developers Group Dijon, nous rejoindre dans l'équipe organisationnelle pour aider à l'organisation et à la création de tous ces événements. Voilà, je ne vais pas vous monopoliser plus longtemps. J'espère que cet événement va vous plaire. Si vous voulez avoir toutes nos actualités, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Et puis, vous avez les contacts pro qui sont juste là sur les slides si au cas où vous avez envie de communiquer, nous faire un feedback ou de partager nos idées. Voilà. Alexandre, je te laisse reprendre la main. Merci. Est-ce que vous avez quelques questions sur l'organisation du groupe ?
sur la vie, des choses. Si vous êtes intéressé ou curieux, vous pouvez voir, il y a des métropoles qui ont des activités équivalentes déjà très très avancées. C'est un peu pour ça qu'on a lancé l'idée. Vous pouvez aller voir ce que fait Nantes notamment, niveau DevFest et organisation de la vie développeur au niveau de la métropole nantaise. C'est quelque chose qui vaut le coup. Alors on n'est pas à la même échelle à Dijon, mais on peut quand même réussir à échanger entre nous. S'il n'y a pas de questions, je vais inviter Vincent de Gaméo à venir prendre la parole pour la première présentation. Décaler un tout petit peu la table après. Pardon ? Je vais décaler un tout petit peu la table parce qu'on est trop vite dans le vidéo projet. Voilà. Tout. Bien, bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir autant de monde motivé pour parler framework sur Dijon. Bah, allons-y. On va commencer cette présentation. Du coup, on va faire un petit retour d'expérience sur l'utilisation des frameworks qu'on a eu au sein de Gaméo. Ça va passer par une petite présentation où il y aura 4 étapes. En gros, une petite présentation rapide des frameworks, les plus couramment utilisés de manière générale, mais ça sera assez rapide. On va pas s'étendre sur le sujet, c'est pas vraiment l'intérêt. Il y aura ensuite la définition du contexte de l'entreprise dans laquelle je travaille et du coup tous les différents éléments qui ont permis l'utilisation de ces frameworks et d'en arriver à ces choix. Et ensuite, on parlera plus profondément du retour d'expérience proprement dit. Mais déjà, qui je suis, moi je m'appelle Vincent, j'ai 37 ans. Je fais du dev web depuis 2009, à une époque où on devait encore assurer de la compatibilité pour IE6 et IE7. C'était bon. On ne s'en pas sur le sujet, mais on est content de travailler sur des navigateurs modernes avec des frameworks modernes. C'est quand même beaucoup plus agréable au quotidien. Donc ensuite, je viens de me planter dans une slide. Je vais parler du plan avant les slides. Donc on va passer rapidement sur ça. Et donc, je vais commencer par un petit préambule. On n'est pas là pour décider de quel framework est le mieux, lequel est le pire. Enfin, on n'est pas là pour parler de technique non plus. En tout cas, ce sera pas dans ma présentation. On va pas s'étendre vraiment sur la technique. Arnaud et Thomas le feront peut-être un peu plus en détail dans les conférences suivantes. Mais nous, ce sera vraiment sur l'utilisation au quotidien, sur des grands principes, et on ne parlera pas de technique. Donc déjà, framework, ok, d'accord. J'imagine que dans la salle, il y a pas mal de développeurs, donc on va peut-être pas s'étendre sur qu'est-ce qu'est un framework. Je vous ai quand même mis la définition ici. Bon, je vais pas vous la lire, hein. Je pense que tout le monde est au courant, et sinon vous avez les sources sur Wikipédia. Framework. On arrête partout. Il y a une phrase qui dit dans l'écosystème JavaScript qu'une semaine sans nouveau framework, c'est une mauvaise semaine. Et c'est assez vrai. Il y en a beaucoup qui sortent, des anciens, des qui perdurent, des qui sont abandonnés. D'ailleurs, un petit sondage dans la salle, qui utilise au quotidien des frameworks? À main levée, s'il vous plaît. Des frameworks connus, j'entends. Qui utilise des frameworks maison, maintenus et développés par l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ok, vous êtes beaucoup moins nombreux déjà. Et qui n'utilise pas du tout de framework dans ses productions. D'accord, donc je vois qu'on a assez bien ciblé le sujet de la conférence, donc c'est plutôt cool. Du coup, comme je vous le disais en préambule, on va faire un petit tour rapide des frameworks les plus connus, mais j'imagine que vous les connaissez tous. Alors, on a Angular, on a Vue, on a Ember, on a React. Enfin, je l'ai rangé dans la catégorie framework, même si c'est pas vraiment un framework, c'est plus une lib. Enfin, bon. Les plus connus. Ici, j'avais trouvé intéressant de mettre quelques stats sur l'utilisation de ces frameworks-là. En fait, c'est des graphes qui vous présentent le nombre de questions par mois que l'on retrouve sur Stack Overflow avec les différents tags qui correspondent au framework. Là, on retrouve les 3 principaux frameworks qui se tirent la bourre, hein, React, Vue et Angular, qui sont où il y a le plus de questions, qui sont les plus utilisées.
Ensuite, on a le pendant, là on avait fait le tour des frameworks front, on a les frameworks back ici, donc on a du Rails, du ASP, enfin les traditionnels Symfony, Django, Express ou Nest également. On a également des petites stats sur l'utilisation, il n'y a rien de bien intéressant là-dedans, simplement, c'était histoire d'avoir quelques statistiques à présenter. J'ai découvert ça en préparant cette présentation, c'est que Stack Overflow en fait fournit des statistiques assez détaillées sur l'utilisation des frameworks, et c'était assez intéressant d'avoir quelques chiffres sur les frameworks les plus utilisés. Donc on retrouve React en premier, jQuery le range dans la catégorie framework, même si c'est plus synonyme. Enfin bon, pourquoi pas. Et celle-là était pas mal aussi. C'était en fait les frameworks les plus aimés, ici les frameworks les plus redoutés. Donc on a Svelte qui arrive en premier, ensuite on a ASP, on a en fait l'interaction peut-être la plus intéressante dans ce slide-là, c'est qu'on a encore 23% des développeurs qui aiment bien AngularJS. Faudra m'expliquer, j'en ai fait un petit peu et ils ont bien fait de faire une nouvelle version. Voilà, j'en ai pas, j'ai raté une slide. Donc ce petit tour d'horizon des frameworks étant fait, donc maintenant on va parler un peu plus du contexte dans lequel Gameo évolue, dans lequel on travaille, et ce qui va découler en fait des choix de framework qu'on a fait par la suite. Donc déjà Gameo c'est quoi? Gameo c'est une application de gestion immobilière. Ça a été créé en 2013 par Nicolas Lepochat. Au départ il y avait 3 collaborateurs. Et on est passé d'un fichier Excel à une application actuellement en production en Node.js. Et la première version a été faite en PHP et est sortie dans les années 2016-2017. Donc ça fait quelques années que l'application tourne. Et du coup, on gère un produit principalement. Donc on a une application web. On gère des dates, on gère des fréquences, on gère de la récurrence. Enfin, j'imagine comme pas mal de monde ici, ça doit vous parler comme problématique. Donc il y a eu plusieurs versions, comme je le disais précédemment. Une première version en PHP, la version actuelle qui est sous Node.js et la prochaine version sur laquelle on est en train de travailler, qui sera sur Ruby on Rails. Gameo, c'est également une équipe. Donc l'équipe est passée de 2 personnes à une trentaine de personnes. Donc au départ, il y avait juste Nicolas et un associé à lui, et donc maintenant on est plus de 30, avec une équipe de direction, une équipe marketing, une équipe UX UI, une équipe service client et une équipe de 9 devs full stack. Enfin plus ou moins full stack, moi je me suis un peu moins que plus, mais là n'est pas la question. Gameo, c'est aussi des clients. Et comme vous l'imaginez, on a des clients qui sont de plus en plus exigeants, qui sont de plus en plus impatients, qui sont de plus en plus demandeurs de nouvelles fonctionnalités et qui sont de plus en plus habitués à utiliser des outils informatiques et habitués à ce que ça ne plante pas, à ce que ça marche. Donc on a de moins en moins le droit à l'erreur. Et ça fait partie d'un contexte important à prendre en compte quand on développe une application, c'est que ce qui sort doit sortir bien et fonctionner. Gameo, c'est aussi un marché. Dans les années 2013-2014, quand M. Lepochat a eu l'idée de ce projet d'application, il n'y avait pas grand monde sur le marché. Et au final, le marché devient de plus en plus concurrentiel avec des développeurs, avec des entreprises qui rattrapent le retard qu'ils avaient sur nous, qui même sortent de nouvelles fonctionnalités auxquelles on n'avait pas pensé. Donc c'est un marché qui devient de plus en plus concurrentiel. Il y a de plus en plus de monde, donc ça devient de plus en plus difficile de défendre son application. Et le contexte, là on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet de la conférence, c'est que la version actuelle qui tourne sur Node commence à être vieillissante, avec un framework Sales.js. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça parle à quelqu'un? On va parler de Gameo, je sais que vous... D'accord, il y a quelques courageux qui ont bossé avec. Okay. Avec une base de données en Postgre, avec du Mongo aussi pour de la gestion de sessions, du Redis aussi pour de la gestion de cache, et un front qui avait été fait en Angular 7 avec le framework Ionic qui Angular 7 commence à dater un petit peu maintenant. La version 14 vient de sortir il y a 2 semaines, quelque chose dans le genre, peut-être un mois. Donc partie de ce constat-là, on a pris la décision en décembre l'année dernière de tout refondre. Et donc pour ça, il a fallu qu'on choisisse les nouveaux frameworks sur lesquels on allait travailler. Et on n'avait pas forcément un temps indéfini pour le faire, et on avait forcément un délai. Donc on s'est donné l'objectif de tout refondre en à peu près 1 an, plus ou moins 1 an.
Donc c'était assez un gros défi pour reprendre 3 ans de développement quasiment. Bon, la première version en Node avec Angular avait été fait par 2 devs en quasiment 2 ans et demi à peu près. Donc là, on a une plus grosse équipe, on est plus dimensionné, mais on s'est donné l'objectif de tout refaire en 1 an. Et du coup, on arrive au choix qu'on a fait pour la nouvelle version. Du coup, côté back, on a choisi Rails, Ruby on Rails. On a gardé Postgre en base de données. On utilise toujours un Redis pour de la gestion de... j'ai perdu le nom, de cron. Et après plein de gemmes Ruby parce que c'est assez agréable à utiliser. On reviendra sur le choix de ces technos et pourquoi on a choisi ces technos-là et comment on en est arrivé à ces choix-là, dans quelques slides. Côté front, on est resté sur Angular, donc on est en train de faire la migration sur la version 14. C'est quasiment prêt, il y a une PR qui est en cours là-dessus, elle va être review et puis elle va être mergée dans pas longtemps. Et du coup, on utilise NGRX en librairie, on utilise même Angular Material pour tout ce qui est UX, Angular Material qu'on adapte à notre sauce après, mais on se base beaucoup sur ces composants-là. Et on utilise Capacitor pour le portage mobile. C'est l'évolution, c'est la team d'Ionic qui a fait ça, mais ils sont un peu, c'est plus la base qui permet de vraiment de déployer sur les stores, sans tout le côté librairie graphique qui était assez lourd et qui n'était pas forcément très utile. Mais du coup, pourquoi on est arrivé à ces frameworks-là? Comment on est arrivé à ces choix-là? En fait, déjà, l'utilisation de framework, en fait, on n'a même pas réfléchi au fait de ne pas utiliser de framework. On avait 1 an pour tout refondre. On avait déjà de l'expérience sur pas mal de frameworks, enfin, sur Angular, sur différents frameworks. En fait, on s'est même pas posé la question. En vrai, la question, c'était quel framework on allait choisir, mais de là à partir sur une feuille blanche, on n'avait pas forcément les compétences en interne, ni le temps, ni la volonté de se replonger là-dedans. Donc côté front, ça a été plutôt évident comme choix. L'application actuelle qui était sur Angular 7, elle tourne bien, ça va, mais bon après ils ont introduit le nouveau compilateur Ivy avec la version 9 d'Angular, et donc dans la version 7, ça commençait à être, il fallait à peu près 30-40 secondes à chaque fois qu'on faisait un changement pour voir les modifications, ça commençait à être un peu lourd. On avait une équipe qui était déjà formée et expérimentée sur Angular, donc en fait le choix, c'est pas vraiment posé la question. Le choix de passer sur React a été abordé parce que React est quand même pas mal à la mode et on avait 2 devs dans l'équipe qui étaient plutôt compétents sur ce framework-là, sur cette librairie, pardon. Mais on a décidé de rester sur Angular pour un gain de temps, pour profiter de l'expérience des développeurs qu'on avait déjà dans l'équipe. Ensuite, on avait l'habitude de travailler, nos UX avaient l'habitude de travailler avec Angular Material, donc on avait déjà toute une série de composants qu'il fallait juste mettre à jour sur la nouvelle version, mais qui étaient déjà fonctionnels et on savait ce qu'on pouvait en faire et là où on voulait aller. La compatibilité avec Capacitor aussi, qui était un plus pour nous, parce qu'on va déployer sur les stores dans quelques mois maintenant. Et puis, on avait l'expérience, on avait l'habitude. Donc on s'est pas vraiment posé de questions, on a eu 2 heures de débat sur est-ce qu'on passe sur React ou pas, et puis finalement ça a été assez vite tranché, et on est resté sur Angular. Côté back, c'était un peu plus touchy. Donc en fait au départ on avait une équipe qui était formée sur Node, avec le framework Sales, on voulait quand même rester sur Node.js, et on a décidé de partir sur Node.js avec le framework Nest. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, je sais pas si quelqu'un l'a utilisé. Ok. Ce qui était pas mal aussi, parce qu'il y avait certains concepts qui étaient communs à Angular. Après, un développeur front qui arrivait pouvait mettre les mains dans le bac assez facilement, il n'était pas totalement perdu. Et au final, ça s'est avéré être un choix assez désastreux, parce qu'en 1 mois de dev, on n'avait pas fait grand-chose, et on avait la chance d'avoir un dev dans l'équipe qui était vraiment expert sur Ruby, et qui nous disait, qui n'arrêtait pas de nous dire, mais il faut qu'on fasse du Ruby, ça va aller beaucoup plus vite. Et au final, il avait raison. Donc au bout d'1 mois, on a switché de framework, on a tout mis à la poubelle ce qu'on avait fait, et on est reparti sur Rails. Et au final, en 1 mois, on avait développé plus de choses que ce qu'on avait fait sur Nest.
Un des gros avantages de Ruby, c'est que il n'y a pas 36 manières de bien faire les choses. Il y en a souvent une bonne manière et les autres qui sont un peu moins... Bon, après, vous avez pondu un peu de rêve parce que dans la réalité, c'est pas aussi simple que ça. Mais il y a quand même pas mal de coding standards qui font que il y a une bonne manière de faire les choses. Et au final, sur Nest, on avait passé pas mal de temps à réinventer la roue. Et on avait des roues qui étaient plutôt diagonales plutôt que rondes. Donc, c'était pas forcément génial. Et donc on a eu un gain de productivité et d'efficacité qui était avec Rails, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait faire sur Nest. Donc on peut se planter, mais il faut le faire vite. Il faut vite aller dans le mur pour savoir si les choix qu'on a fait sont bons ou pas. Parce qu'on aurait fait ce choix-là dans 6 mois, ça aurait pas été ça aurait été pas aussi simple à vendre ça à la direction. On aurait beaucoup plus galéré, donc voilà. On s'est planté, mais on s'est planté vite. Donc au final, on a quand même sauvé les meubles. Et donc, au quotidien, ça donne quoi l'utilisation de ces frameworks? Parce qu'on est quand même là pour parler de ça. On a 2 cas de figure, parce qu'on a quand même une équipe qui continue à maintenir la version de prod actuelle. Condoléances. Et on a toute l'équipe qui bosse sur la nouvelle version, donc, sachant qu'on a à peu près, on alloue 15 à 20% de notre temps de dev sur les évolutions de la version actuelle et les corrections de bugs. Donc maintenant, ça fait quasiment 3 ans qu'elle est en prod, donc les bugs, ça, voilà. On en a de moins en moins, et heureusement. Et oui, j'ai passé le slide. Et donc du coup, c'est assez compliqué de travailler sur cette version-là parce que on forme pas forcément les nouveaux arrivants à travailler là-dessus. Et donc ça a été fait par 2 devs qui avaient l'habitude de bosser ensemble, qui se connaissaient bien, mais pour expliquer ce qu'ils ont fait aux autres développeurs, c'est un peu plus galère. Donc en fait, il y a principalement que ces 2 devs-là qui peuvent intervenir rapidement sur l'intervention, sur l'application, pardon. Donc c'est pas génial. Et la nouvelle version, c'est délicieux. C'est beaucoup plus agréable de travailler dessus. Je parle pour le côté front avec Angular à 14, la compilation est quasiment instantanée. Branché avec VS Code et tous les plugins qu'on peut utiliser, ça devient super simple de développer, de créer un composant, c'est une ligne de commande. Les tests sont intégrés directement. C'est quand même assez agréable. Et pour Ruby, du coup, on a l'avantage d'avoir un dev qui est notre papa Ruby et qui nous aiguille et qui nous donne les bonnes pratiques, les bons conseils. Après, on a d'autres devs qui commencent à monter en compétences dessus et qui commencent à challenger justement papa Ruby ça fait des belles réunions de confrontation d'idées. C'est assez intéressant. Mais donc au final, c'est beaucoup plus agréable de travailler sur cette nouvelle version et les devs qui bossent sur l'ancienne font un peu la gueule quand il y a des choses, quand il y a des bugs, quand il y a des tickets mantis qui arrivent un petit peu dans les tuyaux. Enfin bon. Et donc pour préparer cette présentation, j'avais demandé à mes autres développeurs de me faire un petit retour d'expérience sur eux, ce qu'ils en pensaient au quotidien. Et en fait, il y a eu beaucoup de points positifs et de négatifs qui sont remontés. On va commencer par les négatifs. Les négatifs, ça concerne principalement les montées de version. Il faut les tenir. On a vu l'expérience sur la version précédente de l'application Gameo. C'est que si on ne le fait pas quotidiennement, c'est l'enfer de le faire après. J'avais essayé de faire passer de la version 7 à la version 12. J'ai abandonné. C'était pas mieux de tout refaire plutôt que d'essayer de corriger tout ça. C'était beaucoup plus rapide. Les ORM qui sont parfois un peu compliqués, notamment sur Sales. Ceux qui connaissent un peu Sales ont dû toucher un petit peu à Waterline, qui n'est pas l'ORM le plus fifou du monde. Ce qui remontait beaucoup aussi, c'est qu'on était enfermé dans une techno. Donc si on choisit un framework, on devient enfermé là-dedans. Et des fois, c'est compliqué de faire autre chose. Ou si il y a un dev qui a fait 20 ans d'Angular, il pourra peut-être du mal à se mettre sur React ou pas. Après, ça dépend de chaque personne. Ça impose des choix. Il y a des choix qui sont définis par le framework et on ne peut pas faire autrement si on veut utiliser ce framework. Donc au niveau des avantages, il y en avait quand même un peu plus que les inconvénients. C'est qu'on gagne énormément de temps en termes de développement. Il y a énormément de features qui sont gratuites, aussi bien en front qu'en back. La plupart du temps, quand on a un problème ou une problématique, il y a forcément un dev qui l'a eu avant nous, il y a forcément un plugin qui existe, ou s'il n'existe pas, en tout cas, on peut trouver des pistes très rapidement sur le net. De ce fait-là, la qualité de nos livrables sont quand même beaucoup plus importants. Du coup, comment dire ça? Bon, on va passer à la suite.
Au niveau sécurité, c'est pas mal aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont étudiées dans les frameworks, qui sont poussées en avant pour la sécurité. Alors après, le corollaire de ça, c'est que si c'est connu, il y a beaucoup de devs aussi qui ont eu hackers entre guillemets, qui s'intéressent à ça et qui essayent de le hacker. On peut prendre l'exemple de WordPress, qui est au final un des SMS les plus répandus, mais aussi les plus hackés. Mais bon, après, les versions montent et la sécurité s'améliore au fur et à mesure. Mais c'est aussi un des avantages et inconvénients des frameworks. Généralement, on a beaucoup de documentation, les docs sont plutôt bien faites, même sur Sales, au final, le framework n'était pas génial, la doc était, ça va, c'était acceptable. Mais sur Angular, par exemple, elle est plutôt bien. Sur Ruby, moi, je mets un peu moins les mains dedans, donc je suis un peu moins au fait, mais ça n'a pas l'air de choquer l'équipe. Un désavantage aussi, c'est qu'on a pas mal de design patterns et de best practices qui sont imposés par le framework ou par la communauté. Et donc, il y a des fois, quand on ne sait pas forcément comment faire quelque chose, un petit tour sur le net, sur des forums, sur Stack Overflow, ça peut permettre de trouver comment faire et de le faire bien. Et sinon, on s'était posé la question de est-ce que dans 5 ans, on utilisera toujours les frameworks? La réponse, c'est que j'en sais rien. On verra dans 2 ans, on verra dans 5 ans. Pour l'instant, nous, on continue à travailler avec les frameworks qu'on a. L'important, c'est vraiment notre code métier. On essaie de vraiment séparer tout ce qui est métier de tout ce qui est logique applicative. Pour qu'en fait, si on change de langage, si on change de framework, si on change de techno, en fait, on a déjà toute la logique de notre application métier qui est définie dans ces fichiers propres. Et on n'a pas forcément besoin de réfléchir à ça. Il y a eu une conférence je ne sais pas si vous avez écouté ça, sur le vice-président technique de Doctolib qui parlait de ça, Nicolas Demeyer de mémoire, qui faisait toute une conférence sur l'esprit tech and product de sa boîte. Et en fait, il forme ses devs techniquement, mais aussi sur le métier. Et au final, c'est quelque chose qu'on essaie de faire aussi chez Gameo, c'est qu'un dev qui dev uniquement et qui comprend pas ce qu'il fait, qui comprend pas le métier, qui comprend pas le produit, ce sera un dev qui sera moins efficace ou qui va pas forcément trouver la petite subtilité qui fait que, pour une demande précise, un dev qui connaît bien le produit et connaît bien son application pourra peut-être trouver un moyen de contourner qui va coûter 2 fois moins cher à l'entreprise en tant que dev et qui apportera une satisfaction au client qui sera tout aussi importante. Et enfin, pour conclure, c'est que nous, tous les choix qu'on a faits, on les a fait par rapport à notre contexte, à notre entreprise, au délai qu'on avait, à l'équipe en place qui était là, et que c'est vraiment le plus important. En fait, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise solution, il faut faire en fonction de vos capacités de production de l'entreprise, en fonction de vos développeurs, de ce qu'ils ont envie de faire, parce que c'est important aussi. Imposer un framework à une équipe de dev qui a pas envie de travailler là-dessus, c'est aller droit dans le mur. Donc faites en fonction de votre contexte, et les choses se passeront plus ou moins. J'espère plus que moi. Voilà, ça va être tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, je crois que l'application Klaxoon est disponible pour ça. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors merci Vincent, donc effectivement on a eu 2 questions qui ont été posées pendant la session, ça n'empêche pas d'en poser, on a un petit peu de temps si vous voulez en poser en direct. Il y a une première question qui est arrivée assez tôt qui était de te demander en fait la différence entre librairie et framework. Alors pour moi la différence que je fais entre une librairie et un framework, c'est vraiment les outils qui sont mis à disposition. Je peux faire les comparatifs entre React et Angular. Si vous prenez React, c'est beaucoup plus petit en termes de poids de fichier et ça offre beaucoup moins d'outils qu'Angular. Sur React, vous allez principalement pouvoir créer des composants, leur fournir des données, ce qu'ils appellent les states, et pouvoir faire communiquer vos composants entre ça, et ça s'arrête quasiment là. Après, je suis pas un grand expert React, j'en ai fait un petit peu, mais je suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Mais pour comparer, Angular vous permet de faire ça aussi. Mais ça vous offre un routeur en plus, ça vous offre un HTTP client, toutes vos requêtes sont faites. En fait, il y a énormément d'outils qui sont en plus dans le framework, et c'est pas juste une librairie qui permet de créer des composants web. Parce qu'au final, on peut résumer React à ça, mais Angular, c'est un peu plus complexe que ça, donc il y a on peut créer des composants forcément, parce que c'est la base d'Angular, mais il y a tout un tas d'outils qui sont livrés avec, et qui font que c'est plus gros déjà à mettre en place. Les livrables sont un peu plus gros parce que forcément ça embarque plus de choses, mais moi c'est principalement la différence que je fais entre une lib qui permet de faire une fonctionnalité généralement et un framework qu'offre un panel de fonctionnalités. J'espère que ça répond à la question.
Alors, au niveau des questions, on en a une autre qui a été posée. En fait, c'est de revenir un peu sur les critères de choix qui ont été utilisés pour le bac. Donc, la question est de savoir qu'est-ce qui a été utilisé. Est-ce que la rapidité de dev, l'écosystème de librairie, etc., sur quoi vous êtes vraiment basé pour choisir? Vu qu'on savait pas lequel on allait choisir au départ quand on s'est dit qu'on voulait tout refaire, on a commencé par faire des prototypes. On avait, en gros, je pense qu'il y avait 4 équipes de 2 devs avec exactement la même mission. Et du coup, on a dev ça et après on a demandé aux devs ce qu'ils en pensaient. On a comparé aussi la taille des communautés, les performances des différents frameworks. Et au final, on n'a pas choisi le plus performant, mais on a choisi le framework pour lequel on avait moins galéré et surtout avec lequel on avait déjà un dev qui avait beaucoup d'expérience et qui pouvait nous aiguiller sur les différentes problématiques. Et on a aussi fait pas mal de comparatifs sur les différents clips qui étaient disponibles et qui pouvaient se greffer sur ces différents frameworks, et c'est ce qui nous a aidé à faire les choix. En vrai, la performance a pas forcément, du framework en tant que tel, j'entends, a pas forcément été un critère de choix, parce que la performance, on peut toujours trouver des solutions après pour pouvoir l'améliorer. C'était vraiment plus ce que les devs, le ressenti des devs, la communauté, l'expérience qu'on pouvait avoir en interne, et je crois que c'est à peu près tout. C'est comme ça qu'on a fait notre choix. Juste pour compléter. Merci. C'est par rapport à la question là. Juste pour compléter, quand vous dites 4 équipes de 2, c'était pas trop pénalisant pour la prod, pour le travail qu'il va fournir pour le quotidien? Ça n'a pas été. On n'a pas fait ça sur 3 mois de dev. Ça a été, on a pris une semaine où on a tout bloqué et on a fait ça en gros en une semaine. On a réussi à se décider sur quel techno. D'ailleurs, on s'est planté. Parce qu'au départ, on a choisi Nest et au final, on est revenu après sur Ruby. Okay. Il y avait une question au fond de la salle, toujours. Merci. Tu as parlé de l'écosystème Ruby et puis de la communauté qu'il y avait aussi pour Ruby, mais je pense que la communauté à l'international, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir un peu du mal à trouver des développeurs Ruby? Je suppose que trouver des développeurs JavaScript, ça sera un peu plus facile, quoi. Oui, certes. Alors effectivement, c'est une problématique qui pourrait arriver effectivement. C'est vrai que le recrutement, c'est beaucoup plus facile de recruter. En vrai, c'est PHP. Si on ne veut pas se mentir, des devs PHP, il y en a à l'appel. Je sais qu'avant, on travaillait beaucoup sur Node, et sur Node, on commençait déjà à galérer à trouver des devs, et des bons devs, encore pire. Et sur Ruby, pour l'instant, le problème s'est pas posé. Et je pense qu'on recrutera un bon dev, et s'il fait pas de Ruby, on le formera, et je pense que on sera plus dans cette optique-là, plutôt que de chercher à tout prix à recruter un dev Ruby. Et oui, effectivement, c'est une problématique, et je sais que côté Angular, on a beaucoup moins de problèmes à trouver des gens. Côté Ruby, la question s'est pas encore vraiment posée, mais elle se posera, et au final, on recrutera un bon dev, peu importe la techno, et on le formera. Donc il restait une question dans Classroom que j'essaie de reformuler. Donc tu as parlé pendant la présentation de plugins, d'extensions, et la question était de savoir si vous étiez plutôt dépendant de l'éditeur de base du framework ou plutôt dépendant des éditeurs de ces extensions en majorité, et du coup si vous étiez plus dépendant des éditeurs d'extensions, comment vous gérez les mises à jour? Côté back ou côté front du coup? C'est la question est côté back. Honnêtement, je suis pas assez expert dans le domaine pour pouvoir en parler vraiment. Je dirais que des gemmes, on n'utilise pas énormément. Celles qu'on utilise, on essaye de faire en sorte qu'elles soient le plus maintenues possible, qu'elles soient le plus reconnues possible entre guillemets. Et ça vaut aussi pour les frameworks front. Et si jamais on en a besoin, on fork. Et puis si on n'est pas sûr qu'une librairie tienne dans le temps, on fork et on a une version locale sur notre application et on fait évoluer celle-là. Et si on trouve que les évolutions sont mieux, on publie sur le repo de base. Mais et côté back, comme je vous le disais, c'est pas vraiment moi je suis beaucoup plus côté front et je préfère parler du front.
Et en vrai, on a la même réflexion, c'est qu'on prend des packages qui sont maintenus et qui sont officiels et complètement sur eux, qu'on évite de prendre des petits clips faits par un type au fin fond de la Louisiane. Et on essaie vraiment de prendre des choses qui utilisent principalement Capacitor, qui est maintenu par Ionic, et c'est pas près de couler. Material, qui est développé aussi par Angular Material, qui est développé par Google, et ça tiendra le coup. Et sinon, après, on a quelques petites libs, mais qui sont pas, en tout cas, le métier dépend pas de ça. C'est vraiment principalement des petits outils, c'est des libs de graphes, s'il y a le coup, on en prendra une autre, c'est pas grave. Des progress bars, par exemple, je pense à ça, mais c'est pareil, s'il y a le coup, je leur fais piquer à refaire. Voilà, c'est plus ça. Après, quand on doit en choisir une, c'est est-ce qu'elle a beaucoup de stars, est-ce qu'elle a beaucoup de likes sur GitHub, est-ce qu'il y a beaucoup d'issues qui sont en cours, combien de temps en cours les issues mettent à être fermées, est-ce qu'il y a toujours des mainteneurs officiels, est-ce que le mec répond quand on pose une question. Voilà, c'est plus ça qui nous permet d'alimenter notre application avec différents types. Merci Vincent. Merci. C'est éclairage. Pour ceux qui ont une petite question complémentaire. Je l'avais posé sur quel Ah, ouais. Ouais, vas-y, si tu veux, en attendant, on peut demander à Thomas d'AtolCD de nous préparer si tu veux. Ouais, pour te lâcher. Bonjour Vincent, les frameworks JavaScript front notamment évoluent très vite. Oui. Du coup, là on a vu qu'on était passé dans Angular 7 à 14 en 2 ans, 3 ans. Oui, quasiment, oui. Voilà. Est-ce que vous prévoyez déjà une grosse refonte de votre application à l'instant où vous n'avez pas fini de sortir votre nouvelle version? Pas actuellement. Là, pour l'instant, on est en train de travailler sur la refonte. Donc, la refonte de la refonte, on attendra un petit peu avant de penser à ça. Mais par contre, on suit vraiment les sorties d'Angular. Dès qu'il y a une montée de version, on se donne au maximum un mois pour le faire. Dès qu'il y a même une version mineure, on les fait direct. Une version majeure, on prend un peu plus de temps parce que c'est un peu plus d'impact. Mais d'expérience, si on ne fait pas régulièrement, si on n'a pas cette hygiène-là de faire évoluer le code en même temps que les librairies, c'est l'enfer après un peu. Donc on le fait au quotidien. Et pour les prochaines versions, on va essayer déjà de sortir la nouvelle en temps et en heure, et après on verra est-ce qu'on la fait évoluer, est-ce qu'on part sur autre chose. Ça dépend pas que de moi, ça dépend de tout un tas de choses, et j'ai pas la réponse, et honnêtement j'en sais rien. Pour l'instant, on se concentre vraiment, l'objectif c'est de refaire tout ce qu'on avait fait en 3 ans quasiment en 1 an. Bon, après on est plus nombreux, mais c'est pas pour ça qu'on va beaucoup plus vite. C'est pas avec 2 femmes qu'on fait un bébé en 4 mois et demi. Donc, Merci. merci à vous. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser vos questions à Vincent dans le temps qui sera prévu après pour ça. Je vais laisser la parole à Thomas, du coup, qui va nous parler d'une autre approche, qui est le choix d'un framework ou pas. Ouais, je suis pas habitué au trackpad comme ça. Tac. Voilà. Alors, je suis Thomas Broyer, je suis architecte à Atoll Conseil et Développement. Alors rapidement, Atoll, on est une ESN, donc on fait du développement sur mesure dans les domaines, application métier avec une grosse composante agri-agro, mais pas que. On travaille aussi pour cépage et donc application métier plus large, pas que agri-agro, plus large. Après on fait aussi de la gestion de contenu, tout ce qui est alfresco, gestion de documentaire, automatisation de processus, business intelligence, plusieurs pôles à Atoll. C'est une boîte qui existe depuis une vingtaine d'années. Moi j'y suis depuis 17 ans. Ça fait, pour parler de moi du coup, ça fait une vingtaine d'années que je suis développeur professionnel. Et puis j'avais commencé avant sur l'open source. Et voilà. J'allais passer à la slide suivante. Ok. Du coup, moi je vais prendre le côté, moi je suis sur le format du titre. Et en fait, il y a plein de points qu'on a vus là juste avant.
que je vais reprendre. Je vais remettre en lumière certains points qui ont été abordés en fait pour parler justement de pourquoi dans une partie de nos équipes métiers, développement métier à Atoll, on n'utilise pas de framework. Donc je vais reprendre les définitions de framework, mais je vais passer un petit peu plus de temps dessus pour qu'on sache bien de quoi on parle. Et ensuite, on va voir comment identifier les pièges des frameworks, même si il y a eu quelques mots-clés dans la présentation de Vincent. Et après, alors comment les éviter, c'est une suggestion de comment nous on fait à Atoll pour les éviter. Définition, savoir de quoi on parle. Donc moi aussi, je suis allé sur Wikipédia. Seulement, j'ai pris un peu plus. Donc ça, je crois que c'est exactement la partie qu'avait pris Vincent. Un framework, c'est quoi? C'est un ensemble cohérent de composants logiciels structurels qui sert à créer des fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou partie d'un logiciel. Un framework est conçu, utilisé pour modeler l'architecture des logiciels. Alors, je crois que c'est marqué application web, logiciel, applicatif, voilà, logiciel. Un logiciel un framework impose un cadre de travail dû à sa construction même. Je crois que c'est conception même, par contre. J'ai mal copié-collé. Et un framework vise la productivité maximale du programmeur qui va l'utiliser. Donc voilà, les quelques mots-clés que moi j'ai ressortis de la définition d'un framework. Et un autre point important, c'est que un framework est basé, les frameworks, la plupart du temps, voire n'importe quel framework, est basé sur de l'inversion de contrôle. Inversion de contrôle, alors là pour le coup j'ai pas recopié, mais si on regarde un peu, l'inversion de contrôle fonctionne selon le principe que le flot d'exécution d'un logiciel n'est plus sous le contrôle direct de l'application elle-même, mais du framework ou de la couche logicielle sous-jacente. En gros, c'est pas moi qui t'appelle, c'est toi qui m'appelles. Donc voilà, on a une définition de framework, on se dit framework, la question a été posée, c'est quoi la différence entre un framework et une bibliothèque? Et ben en fait, on a cette définition de framework et on se rend compte qu'on ne sait pas forcément définir encore ce que c'est qu'un framework. Si on regarde dans les API standards, dans le monde Java, on a les servlets, on a JAX-RS, on a WSGI en Python, CGI, pourquoi pas aussi, un peu plus vieux. Est-ce que ça, c'est des frameworks? Parce qu'on a de l'inversion de contrôle dedans. Quand je fais une application web, je vais venir coder une servlet en Java, elle va être appelée par mon serveur web. J'ai de l'inversion de contrôle, pour autant, est-ce que les servlets, c'est un framework? J'ai pas la réponse. Côté serveur HTTP, on est un peu dans au même niveau. Avec des API spécifiques de Jetty, plutôt que d'utiliser les servlets, je peux utiliser les handlers de Jetty. Alors il y a WebRick en Ruby, je sais plus comment ça marche, mais ils ont tous ces serveurs-là ont des API spécifiques. Est-ce que un serveur HTTP c'est un framework? Pourtant il y a une version de contrôle. À côté de ça, on a les ORM par exemple, on n'a pas du tout d'inversion de contrôle. Pour autant, ça peut être quand même très structurant dans une appli. Du coup, est-ce que ça rentrerait pas quand même peut-être dans du framework alors qu'on n'a pas d'inversion de contrôle? Pareil pour les request builders, alors JDBI qui est un peu entre les deux, ou Juke. Moi, je suis dans le monde Java, j'ai pris plus d'exemples Java. Donc, la ligne entre framework, bibliothèque, qu'est-ce qui est framework ou pas, est quand même pas si simple à définir. Mais bon, on a quand même une bonne idée d'un framework, ce que ça pourrait être. Du coup, un framework, il y a quoi comme piège dedans? Alors, on a vu dans la définition, un framework, il est conçu pour la productivité maximale du développeur. Effectivement, on a des briques, on n'a plus qu'à les assembler, remplir les trous. La plupart des frameworks web, par exemple, la plupart, on va sur le site, c'est comment faire son blog en 5 minutes.
Et oui, en 5 minutes, on a fait un blog. Et puis, on veut aller plus loin. Effectivement, en une semaine, on arrive à sortir quelque chose très très vite. Donc, c'est super. Là-dessus, pari tenu. Par contre, le jour où ça marche pas, on a écrit, pour faire mon blog en 5 minutes, j'ai écrit 10 lignes. Mon blog, il n'y a pas que 10 lignes derrière, il y a mon framework. Le jour où ça marche pas, ça coince. Qu'est-ce qui marche pas? J'en sais rien, c'est le framework. Comment je débug? En fait, moi j'ai écrit 10 lignes, mais il y en a 100 000 derrière que je connais pas, c'est pas moi qui les écris. Donc, productivity maximale, oui, mais il y a des limites. Un autre piège des frameworks, c'est l'adhérence. J'ai entendu, pour mettre à jour Angular, il faut se tenir à mettre à jour parce que sinon, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a une adhérence forte à un framework. Du coup, quand je veux le mettre à jour, même passer d'une version d'un framework à une autre version du framework, il peut y avoir des changements qui vont casser mon code. Et comme le framework est hyper structurant, il faut que je reprenne tout mon code pour le mettre sur le nouveau framework. Je peux pas juste migrer une petite partie. C'est l'ensemble de l'application qui a une adhérence à ce framework-là. Donc, alors l'adhérence après, c'est aussi, je veux sortir du framework. Vincent parlait de changer carrément de techno. Donc, c'est encore autre chose. Mais si je reste sur, mon talk était plutôt basé côté back, mais si on parle du côté front, si je me rends compte que Angular ça marche pas pour moi et que je veux passer sur du React, en fait, il faut que je réécrive tout parce que je passe d'un framework à un autre, il n'y a pas grand-chose que je peux garder au final. Donc l'adhérence, c'est ça aussi. Framework, on l'a vu dans la définition, c'est un cadre de travail. Donc en gros, un framework, ça me fournit me fournit un cadre, j'ai plus qu'à remplir les trous. Donc c'est un peu comme un coloriage comme ça. Par contre, c'est un cadre, on n'a pas le droit de déborder. Si je veux déborder du framework, donc un framework, c'est bien, ça m'encadre. Alors, je crois que Vincent avait dit, c'est un cadre qui est aussi confortable parce qu'on n'a pas forcément besoin de trop réfléchir à plein de choses. Ça vient avec plein de features. Du coup, j'ai besoin d'un truc, ouais, c'est dans le framework. Ça ajoute de l'adhérence, mais c'est dans le framework. Du coup, je peux développer super vite. Je sais exactement quelle feature du framework je vais utiliser. Du coup, c'est super confortable. Je peux produire super vite, n'empêche que c'est un cadre de travail, on est enfermé. Donc, si j'ai besoin de sortir de mon framework, soit parce que il me fournit pas pile ce que je veux et que du coup, faut que j'aille truander pour sortir, mais juste pour une feature, en fait. Ouais, mais non, t'es enfermé, tu sors pas, quoi. Donc, au final, on se retrouve, dans le pire des cas, à être un peu déresponsabilisé. Moi, je donne la responsabilité de mon appli à mon framework. Je fais que le code métier. Alors, le code métier, on va dire que c'est le plus important, parce qu'on donne le service à nos clients, à nos utilisateurs, mais mine de rien, se dire, le framework, c'est super bien, il gère plein de trucs, j'ai plus à penser à, oui, j'ai plus à penser à, quoi. Donc, on peut aller jusqu'à des points, voilà, j'ai même plus, c'est super joli, hein, l'image finale, là, est super jolie, mais au final, moi, j'ai juste eu à mettre la bonne couleur au bon endroit. La créativité, voilà, on passera, quoi. Quand on assemble des briques, au lieu de faire du Playmo, là, on fait du Lego. On peut faire la maison de là-haut, et on peut faire des trucs super bien, quoi. Et si la maison, elle me convient pas, je la fais différemment parce qu'en fait, j'ai assemblé mes briques. Donc, j'ai pas ce cadre-là qui m'enferme. Du coup, un framework, moi, j'aurais tendance à dire que pour le prototypage, pour aller super vite sur un prototype, c'est super bien. Au bout d'un moment, faut enlever les petites roulettes, quoi. Et je suis pas le seul à le dire. CommitStrip, donc ça date, ça, hein, c'est un strip qui date d'il y a peut-être 7 ans. Mais c'est un peu pareil, quoi. Quand j'utilise le framework, c'est nickel. Donc on est dans son cocon, on est bien. Et puis un jour, oui, mais il faut en sortir, quoi.
avec, on va dire, le pire des cas, c'est que le développeur, il est tellement déresponsabilisé et tout ça. C'est une tendance, moi je la vois depuis des années, la tendance du full stack overflow développeur. Je sais même plus finalement ce que j'ai fait parce que même le code que je produis, finalement, c'est pas moi qui le produis, je vais le copier-coller. Ça, c'est le pire du pire. Il y a aussi le pire du pire dans l'autre sens, et Vincent en a parlé un peu, c'est qu'à un moment, ben voilà, je me retrouve, je suis développeur Rails, je suis développeur Angular, je suis développeur Spring, et moi je sais pas vraiment faire du Java en dehors de Spring. Si tu me files un autre framework, je sais pas. Je sais pas faire du JS, je sais pas faire du front si c'est pas de l'Angular. Et ben le jour où on a besoin de changer de job pour plein de raisons, comment je trouve un nouveau job si moi je suis trop spécialisé parce que je suis développeur Angular et pas développeur front, parce que je suis développeur Spring et pas développeur Java. Voilà, ça fait partie des pièges dans lesquels il faut pas se laisser enfermer. Bon, ça c'était plein de côtés sombres des frameworks, mais je pense qu'on a tous à un moment dans sa carrière ressenti que ben ouais, peut-être faut que je fasse gaffe de pas me laisser trop aller dans ce truc-là, ou avoir ressenti l'enfermement du framework, l'adhérence, etc. Alors comment nous on évite ces pièges à Atoll? Alors déjà c'est pas tout Atoll, c'est le pôle métier, parce que quand on fait de l'ECN, on travaille avec Alfresco, on a un framework qui est imposé par l'outil. Maintenant, si les devs se font avec ADF, c'est Alfresco, je sais plus quoi, Foundation, donc qui est un framework aussi front basé sur Angular. Les équipes CMS chez nous vont faire du Symfony, donc voilà, c'est pas toutes les équipes à Atoll, c'est plutôt équipe métier. Alors moi, c'est quelque chose que maintenant je suis à la direction technique, j'ai fait partie du pôle métier pendant une quinzaine d'années, et du coup c'est un peu ce que moi j'ai poussé aussi comme approche. Donc nous on assemble des briques. On n'est pas sûr, on n'utilise pas de framework quoi, pour faire simple. Alors sauf si on considère que les servlets, JetCRS, ce genre de choses, c'est un framework. Ça dépend où on met la frontière. Donc on assemble des briques. Avec l'idée, c'est que l'architecture, elle soit criante quand on arrive sur un projet. On ouvre le code, on connaît pas le projet, un nouveau dev dans la boîte. Il arrive, il a peut-être fait justement du Spring, puisque pour le métier, on est quand même pas mal Java. Il a peut-être fait du Spring dans une autre ville, dans une autre boîte. Il arrive chez nous, il y en a pas. Il y en a sur quelques projets, mais globalement, il y en a pas. Je vais juste vous déranger 2 minutes. Je suis David Boussard, je suis directeur de CEPAGE, donc voilà, je vais juste passer vous dire bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Et puis, je vous laisse travailler. Voilà. Bonne journée. Du coup, un dev qui arrive chez nous, il ouvre un projet. L'architecture doit lui sauter aux yeux, quoi. Doit être criante, donc on essaye de suivre ça. Alors, Screaming Architecture, c'est un terme qui a été inventé, on va dire, par Uncle Bob Martin. Il avait dit notamment aussi que les architectures ne sont pas à propos des frameworks. La phrase exacte, c'est les architectures ne doivent pas être fournies par les frameworks, alors qu'on a vu qu'un framework fournissait une architecture, donc en termes de définition. Les frameworks sont des outils qui doivent être utilisés et pas des architectures auxquelles on doit se conformer. Et si votre architecture est basée sur un framework, alors elle n'est pas basée sur vos cas d'usage. C'est assez fort comme terme, mais du coup, il rejette aussi finalement les frameworks. Pour autant, il fait du développement en Rails, beaucoup, donc il utilise des frameworks. Mais en termes d'architecture, il se laisse pas enfermer finalement dans le framework, il a son architecture à côté. Et d'ailleurs, j'ai entendu aussi Vincent qui disait, tous nos codes métiers, et pas dans le framework, il est bien à côté, ce qui fait que si jamais on devait changer le framework, notre code métier n'est pas à reprendre.
C'est un des points aussi. Je vais venir juste après. Et du coup, comment on fait nous? En fait, on applique des patterns plutôt que des frameworks. Des patterns, ça veut dire quoi? En fait, on a à peu près la même architecture sur tous les projets. Par contre, il n'y a pas de réutilisation de code. En tout et pour tout, si vraiment on fait du copier-coller de code, c'est 3 classes Java de 100 lignes chacune, pas plus. Après, il y a un peu de copier-coller probablement sur mon build Gradle ou Maven. Je vais copier-coller 2-3 trucs aussi. Mais sinon, sur chaque nouveau projet, on se repose toutes les questions. Qu'est-ce que je prends comme serveur? Est-ce que je prends un JT, un Tomcat, un Undertow? Qu'est-ce que je vais prendre comme pour gérer mes templates? Est-ce que je fais du handlebars Java? Est-ce que je fais autre chose? Voilà, on se repose les questions, on réassemble les briques et finalement on repart from scratch à chaque fois, mais c'est une architecture qu'on a déjà mise en place. Donc en fait, on repart from scratch en termes de code, mais pas en termes d'architecture. On s'est un peu inspiré de l'architecture hexagonale que Alistair Cockburn a inventé il y a une bonne vingtaine d'années. L'architecture hexagonale, on a le métier au centre. Sur la gauche, là-bas, on va avoir tout ce qui dépend de notre code métier. Donc, si j'ai un moment du code en ligne de commande, c'est là-bas que ça se passe. Donc, la partie présentation, service web, tout ce qui va venir appeler mon code métier. Et puis, sur la droite, on a tout ce que mon code métier aura besoin. Donc, comment je vais persister mes données? Est-ce que je mets ça dans une base de données, dans plusieurs? Est-ce que je fais du Postgre, du MySQL, de l'Oracle? Est-ce que je mets un Redis, un Mongo, autre chose? Tout ça, c'est sur la droite. Là, comment j'appelle mes services externes? Parce que j'ai une dépendance sur des services externes. Et le métier ne se préoccupe pas du tout de savoir comment c'est implémenté. Le code métier, en fait, il définit lui-même ses dépendances sous forme d'interface, de contrat, et puis derrière, on a les adaptateurs qui vont venir remplir le contrat avec leurs propres implémentations. Donc, j'ai un repository pour accéder à mes données. Mon code métier a besoin d'accéder à la liste de mes utilisateurs, la liste des... on sait rien, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans une application d'immobilier, par exemple, une liste de bâtiments. Voilà, je demande à mon repository, j'ai besoin de ça, tu me le donnes sous telle forme, j'ai quelques critères de filtre, des choses comme ça. Et puis, au niveau, l'adaptateur de persistance va venir remplir le contrat et dire, OK, en fait, moi, je vais stocker dans du Postgre, et puis je vais peut-être faire du cache avec du Redis, mais ça, le code métier, il s'en fout. En vrai, on fait pas vraiment, nous, de l'architecture hexagonale. Si on regarde bien notre code, on est plus sur de l'architecture en couche, mais on s'est inspiré de ça. Et après, toutes ces briques qui sont autour, finalement, on choisit ce qu'on met. Donc, un jour, la persistance, selon les projets, ce sera du MongoDB, ce sera du SQL alors avec de l'Hibernate ou avec un request builder, un query builder. Comment je gère ma configuration, enfin toutes ces choses-là sont mises à côté. Donc ça c'est une autre approche mais qui ressemble beaucoup aussi avec la clean architecture. C'est le même principe sauf que on a au centre les entités métiers. Autour on va avoir nos règles métiers. Et puis en fait plus on s'éloigne et plus on va vers de la technique. Et donc en fait on regarde la partie web UI, base de données, c'est vraiment sur l'anneau le plus externe. Et donc c'est le genre de choses. Hop. Ok. C'est le genre de choses qu'on pourra remplacer, alors à moindre effort, façon de parler. Mais ça reste remplaçable, ça fait pas partie de l'architecture. Pour mettre en place tout ça, on suit quelques grands principes.
Du coup, on essaye de garder des choses simples, le code le plus simple possible. L'architecture doit être criante. Notre code, il doit être simple et pas ouais, mais alors en fait, il faut aller appeler tel truc, puis ensuite tel machin, et puis si tu passes tel objet, en fait, il va être bon. Non, on garde les choses simples, on garde des choses explicites aussi au maximum. Éviter les règles de nommage qui seraient. Là, j'en ai vu encore ce matin, moi. Est-ce que je peux faire un refactoring pour renommer tel champ parce que en fait ça convient mieux? Et en fait non, je peux pas parce que le code qui va créer l'objet, le peupler à partir de la base de données, en fait, il va se baser sur une règle de nommage entre la colonne de la base de données et le nom du champ. Et c'est implicite. Si je fais le renommage dans mon code, ça va compiler tout. Par contre, au runtime, ça pète. Donc on essaye d'être explicite le plus possible, garder des choses simples, lisibles. Voilà, Saint-Exupéry disait que la perfection est atteinte quand on n'a plus rien à enlever. Donc on évite d'ajouter des choses si on n'en a pas besoin. Dans le même ordre d'idée, you ain't gonna need it. L'idée c'est de ne pas trop prévoir l'avenir. C'est je fais ce que j'ai besoin de faire au moment où j'ai besoin de le faire. Et j'essaye pas d'anticiper ce que peut-être j'aurais besoin de faire dans 1 an ou 2 ans. Parce que si je commence à anticiper, ouais mais attends, parce que peut-être que demain on aura besoin de, et du coup il faut que je le prévoie, et puis en fait le jour où on en a réellement besoin, on se rend compte que ce qu'on avait prévu ça convient pas, donc on s'est rajouté de la complexité pour finalement même pas s'en servir, il faut qu'on casse tout, qu'on refasse. Donc l'idée c'est toujours pareil, on garde des choses simples qui correspondent à nos besoins et pas à des besoins supposés futurs. Et en fait toujours pareil, donc ce qu'on appelle la règle de 3. J'ai un besoin à un moment donné, je fais mon code, j'ai un besoin très similaire, un deuxième besoin très similaire, et ben en fait je vais pas refactoriser, je vais refaire. Donc je vais dupliquer du code s'il y a besoin, peu importe. Je copie, je modifie, et c'est seulement la 3e fois que j'ai besoin de faire à nouveau quelque chose de très similaire que là je vais me poser la question. Qu'est-ce qui est similaire entre ces 3 choses? Et c'est à ce moment-là que je fais mon refactoring et que je vais avoir une meilleure compréhension finalement des similitudes. Si je fais mon refactoring dès le 2e besoin, quand le 3e arrive, je vais me rendre compte que en fait j'avais pas bien prévu. On retombe un peu sur le Yanni. Voilà, on est toujours sur ces choses-là. Et donc à la fin, c'est toute une histoire de compromis. Je tape pas sur les frameworks. On en utilise. Alors côté front, c'est clair, je ferais difficilement sans framework. Mais même côté back, donc c'est vraiment une histoire de compromis. Je suis pas là pour créer le débat, mais plus vraiment posez-vous des questions. Si je choisis un framework, ça va me coûter quoi et je vais gagner quoi. Et si je prends pas de framework, ça me coûte quoi et je gagne quoi. Voilà. Question? Merci Thomas. Ça a été passionnant parce que personne n'a regardé son téléphone pour poser des questions sur Klaxoon. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Du coup, Atoll, vous produisez beaucoup d'applications de différents types, de différentes tailles. Donc, du coup, vous devez avoir j'imagine, un recul sur les bénéfices de certains frameworks, sur des petites applications, sur des plus grosses applications. Ouais, alors moi, ça fait très longtemps que j'utilise pas de framework, du coup, à titre personnel, je vais pas avoir forcément de retour sur les frameworks, mais c'est vrai que dans des discussions, c'est évident que les frameworks ont un intérêt et par exemple, si j'ai des contraintes de délai assez fortes et du coup je dois produire très vite, et ok, je pars sur un framework, je me pose pas trop de questions.
Après, si on a moins de contraintes ou maintenant on a beaucoup d'expérience sur justement notre stack. Alors moi j'aime pas appeler ça la stack Atoll, mais c'est le terme qu'on utilise en interne. Ça fait maintenant 7 ans, 8 ans qu'on utilise ces patterns, cette architecture. Du coup, on a de l'expérience dessus aussi. Donc finalement, la productivité, on l'a quand même. Voilà, je remets pas en cause l'usage des frameworks. On en utilise nous pas trop. Enfin, ça dépend ça dépend vraiment des projets. Et là-dessus, j'aurais pas forcément de retour vraiment des équipes quoi, qui travaillent dessus avec framework ou sans. En fait, ce que tu dis, c'est que ça renvoie beaucoup à l'analyse avant-projet pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire et choisir la solution qui est la plus adaptée en fonction aussi de ce qui est souhaité. Aussi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pour alimenter un petit peu le débat, est-ce que la stack Atoll, du coup, c'est pas en train de devenir un framework, mais un peu moins projet? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et je répondrai non. Parce que justement, il n'y a pas de réutilisation de code. Ce qui fait que sur un projet, si on n'est pas dans les clous de tout ce qu'on a fait avant, ben, c'est pas du tout un souci parce qu'on n'a pas ce cadre de travail. Donc, on peut sortir du cadre quand on veut. Donc, j'ai un besoin, là, par exemple, ça commence à remonter, mais des projets avec vraiment de l'internationalisation, on n'en a quand même pas beaucoup. La plupart des projets sont franco-français. Du coup, sur des besoins d'internationalisation, du coup, le moteur de template, j'ai besoin de prendre autre chose, j'ai besoin de gérer les choses différemment. J'ai besoin de gérer une locale déjà liée à l'utilisateur ou pas. Ça me pose pas de problème parce qu'en fait, je peux aller refactoriser mon code pour faire passer ce nouveau besoin. Parce que c'est du code qui est propre à l'appli et qui est pas partagé avec d'autres. Donc, du coup, on n'a pas de framework. C'est du pattern. On a une architecture qui change pas ou peu, mais du coup, j'appellerais pas ça un framework. D'autres questions? Par rapport au temps de, on va dire, l'efficacité qu'on a parlé au début, il y a un pattern. Donc, tout le monde, on va dire, il y a une certaine, tout le monde peut repasser d'un projet à l'autre plus facilement, c'est une chose. Mais en temps de développement, vu qu'il y a parallèlement le framework, est-ce que c'est pas trop pénalisant finalement, parce que chaque nouveau projet, il y a quand même une certaine partie à refaire de zéro? Alors sur la mise en place d'un socle applicatif pour un nouveau projet, aujourd'hui, alors à chaque fois on se repose des questions. Par exemple, l'authentification, ça se passe jamais pareil parce que il y a un client qui a un casse, un autre qui veut utiliser autre chose, donc on se repose toujours plein de questions. Du coup, au final, mettre en place le socle, ça va prendre grand max 5 jours. Derrière, on est sur des habitudes de développement et finalement, moi j'ai pas l'impression que on perde du temps, qu'on soit moins. Alors, j'imagine qu'on est peut-être moins productif. Il faudrait le mesurer. Par contre, ce qu'on gagne à côté, c'est que on a beaucoup moins de dépendance finalement, beaucoup moins d'adhérence à tout un tas de choses. Et s'il y a un bug, si on a besoin de débugger, il y a plus de chances que ce soit dans notre code plutôt que dans du code externe. Et là-dessus, on gagne énormément parce que pour le debug, voir des stack traces de code qui sont bah ouais, mais c'est le code du framework et ah ouais, mais en fait c'est parce que tu as rajouté telle annotation à tel endroit, ça a fait péter à l'autre bout de l'appli. C'est des choses qu'on a vues. Et ça, comme on essaye nous de rester explicite, simple, surtout explicite, du coup, ça devrait pas arriver. Donc, on perd peut-être en productivité initiale, on y gagne sur la maintenance. Ah, une question là-bas.
Bonjour. Je veux savoir, en fait, quand vous dites que vous n'utilisez pas de framework, est-ce que c'est uniquement des frameworks externes ou même en interne, en fait, vous faites toujours du copier-coller, vous n'avez pas de framework à vous? On n'a pas de framework. Je confirme. Je confirme, on n'a pas de framework. Oui, oui. C'est vraiment, et quand je dis copier-coller, c'est vraiment grand max, 3 classes, 300 lignes de code, hein, en comptant les commentaires. Et en fait, on a fait évoluer aussi ces quelques classes. En fait, c'est la GLUE, c'est le main, choses comme ça. C'est quelques classes qui font la GLUE entre des bibliothèques qu'on a l'habitude d'utiliser ensemble. Ça a évolué dans le temps. Et maintenant, on fait de plus en plus de packaging dans des images Docker, par exemple. On n'a pas du tout les mêmes contraintes en termes de déploiement. Donc, est-ce que j'ai besoin de gérer où est mon fichier de conf, comment, donc le conf, la conf des logs aussi. Et du coup, on simplifie le code et en fait, on arrive à enlever ces codes qu'on copiait, grosso modo, d'un projet à l'autre. Maintenant, on le copie plus parce qu'on n'en a plus besoin. J'utilise ma bibliothèque de gestion de configuration. J'ai une ligne de code pour me charger en respectant finalement ce que elle me fournit et je l'utilise comme ça. Donc on a vraiment pas de framework, on a vraiment zéro code réutilisé d'un projet à l'autre. Après, le code appartient à nos clients au final aussi, d'après les contrats, donc c'est tant mieux. Vous n'avez pas au final, vous n'avez pas d'application qui serait pour le même client, par exemple? Alors, applications pour le même client? Plusieurs applications pour le même client, on a. Dans ce cas-là et même dans ce cas-là, non, on ne fait pas. Non. C'est arrivé, alors, on a fait, mais c'est pas du framework, c'est des composants React pour que toutes les applications aient la même tête. Et du coup, ça, oui, on a réutilisé pour mutualiser entre les projets. Mais on est sur des composants React et du coup, c'est de la bibliothèque et encore pas du framework. Une dernière question, et on continuera après les échanges. Du coup, juste pour resituer, chez Apple, vous travaillez dans quelle partie? Parce que j'avais discuté avec pas mal. Il me semble que l'application MDPH est en Django avec Vue. Ouais. Dans l'Agriaco, il y a pas mal de Vue aussi, de React. Côté front, on a du framework tout le temps. Hein. Ouais. Côté front, on a du framework tout le temps. Effectivement, MDPH, Web MDPH est fait en Django. Il y a des applis qui sont faites avec du Symfony. On a dû faire un peu de Gatsby et Next. Donc, il y a des frameworks, même dans les applications de métier. Mais en fait, ça dépend des équipes déjà. Ça dépend de l'ancienneté de certains projets. Mais il y a quelques équipes en fait qui du coup vraiment sont sur cette stack Atoll qui n'a pas de framework. Mais ça s'applique pas à tout Atoll, c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup Thomas pour cette point de vue sur les frameworks. Donc la dernière présentation sera encore un autre point de vue sur les frameworks. Donc je vais demander à Arnaud de chez Allnext de venir prendre place. Et puis si vous trouvez qu'il fait chaud, je vous rassure, il est mieux là que dehors. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Arnaud, comme dit précédemment, et je vais vous présenter comment
outrepasser les limites d'un framework. Alors, c'est pas pour prendre à contre-pied ce qui vient d'être dit, pas du tout. Mais c'est pour donner surtout un autre point de vue sur comment est-ce qu'on peut faire si jamais on se retrouve un peu étriqué et un peu à l'étroit dans un framework qu'on a choisi au préalable. Donc, avant toute chose, je vais vous présenter un peu le contexte, qui je suis, d'où je viens, très rapidement, vous inquiétez pas. Je viens d'une entreprise qui s'appelle Allnext, qui a été fondée du coup, j'ai été un peu vite, qui a été créée en mai 2021 par 4 personnes, dont moi. 4 associés qui sont issus du coup du milieu bancaire, qui travaillaient dans une entreprise qui est toujours à Dijon. Et aujourd'hui, nous sommes 11 collaborateurs, ce mois-ci, bientôt 12 d'ailleurs. C'est une entreprise qui est au format scope, donc au format coopérative. Je ne vais pas épiloguer là-dessus non plus. On a toutes sortes de clients, on travaille avec des PME, on travaille avec des grosses boîtes. La boîte la plus petite qu'on a, c'est 1 employé, et la plus grande, il me semble que c'est 200, quelque chose comme ça. Et on est surtout centré non pas sur le développement pur, c'est-à-dire vraiment juste développer un besoin client, mais beaucoup plus sur l'accompagnement de ce client-là et sur les conseils qu'on peut lui apporter par rapport à sa stack technique, l'organisationnel autour du développement et autour des besoins métiers. Donc, comme vous l'avez peut-être deviné, nous, on utilise beaucoup de frameworks. Moi, étant responsable de l'équipe front-end d'Allnext, on est sous une stack qui est sous TypeScript et une surcouche Next.js basée sur du React. Comme on l'a dit, React étant une librairie, et je suis d'accord avec toutes les définitions qui ont été données jusqu'à présent, et une surcouche Next.js. Pour ceux qui ne connaissent pas, de toute façon, je vais faire un petit tour rapide juste après pour expliquer ce que c'est. Au niveau du back-end, on est sur du Symfony API Platform, sous à peu près le même système. Une surcouche API Platform sur du Symfony. Et on a une partie aussi mobile qui est très récente, qui est sous Flutter et un peu sous React Native, dont on ne va pas spécialement parler aujourd'hui. Et on a aussi d'autres technologies qui sont utilisées sur d'autres aspects du développement, notamment sur les couches basses et sur les scripting. La première question qu'on doit se poser, à mon sens, et au sens des 2 autres personnes qui ont fait des présentations ce soir, et j'espère la majorité de la salle, c'est quand est-ce qu'on doit utiliser un framework et pour quelle raison? Toujours se poser la question, les bonnes questions au moment du choix d'un framework. Chez nous, c'est subjectif, les frameworks sont utilisés surtout pour les projets, par exemple, lourds côté métier, avec beaucoup de code métier, beaucoup de logique spécifique qu'on va pouvoir rajouter par-dessus un framework, qui lui va nous permettre du coup d'avoir un time to market plus efficace, un développement plus facile et plus rapide, et un support aussi qui est plus ou moins présent en fonction du framework qu'on va utiliser. La collaboration avec d'autres équipes techniques, comme on l'a dit jusqu'à présent, aujourd'hui, étant front-end, je vais parler du front-end, pour avoir du support sur la plupart des gros frameworks qui ont été présentés dans la première présentation avec tous les chiffres, avoir du support sur Internet sur un problème avec React, Angular ou Vue, c'est extrêmement facile. Ça dépend du problème, mais dans la plupart des cas, c'est extrêmement facile de trouver quelqu'un qui a déjà eu le problème et qui l'a déjà résolu. Et enfin, on fait des projets sous framework avec des composants sous format microservices, donc de l'architecture en composants. Je vais détailler assez rapidement ce que ça veut dire tout à l'heure. Et au niveau de quand est-ce qu'on n'utilise pas de framework, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les interactions système, donc bas niveau, le scripting, les logiciels extrêmement légers, où il n'y a pas besoin d'avoir tout un panel de fonctionnalités différents qui seront rajoutés, enfin, qui constituent le framework qu'on va choisir. On se contente de faire la fonctionnalité qu'on a besoin dans le langage dont on a besoin, et c'est terminé. Il y a aussi un point qui a été abordé dans les précédentes présentations, c'est l'attraction par rapport au recrutement. Il y a eu des questions par rapport à ça et c'était un point de vue très intéressant, c'est-à-dire en tant que responsable du pôle front et donc responsable du recrutement, il est assez facile de trouver, en fonction du framework bien entendu, il est assez facile de trouver aujourd'hui des candidats avec plus ou moins d'expérience dans les frameworks, dans les librairies comme React ou le framework comme Next qui est extrêmement populaire en ce moment, qui a monté ces 2 dernières années. Des communautés extrêmement actives, on en a déjà parlé plusieurs fois, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Le fait que ce soit des technologies françaises, pour nous, c'est quelque chose d'important. Bien qu'on ne fasse pas l'impasse si c'est pas le cas, bien sûr.
l'esprit et les motivations derrière le logiciel, derrière le framework, c'est-à-dire que si tout ce qui se situe au niveau de la motivation pure, c'est-à-dire la personne qui voulait rendre service, qui voulait faire quelque chose de très communautaire, de très open source, vu que ça correspond à la mentalité d'Allnext, on est beaucoup plus à l'aise avec ce genre de propos-là. Et le nombre et la qualité des features, évidemment, c'est-à-dire qu'on va pas prendre un framework parce qu'il est joli ou parce qu'il est open source ou parce que la communauté est active, on va le prendre principalement parce qu'il y a des fonctionnalités à l'intérieur et des surcouches qui sont déjà prêtes pour faire quelque chose dont on a besoin. Le cas d'étude aujourd'hui, comme dit tout à l'heure, c'est Next.js. Un petit tour très rapide sur ce que c'est que Next.js. On va monter dans les couches, c'est-à-dire qu'on va commencer très rapidement avec reposer ce que c'est que React, reposer ce que c'est que Next.js, et qu'est-ce que Allnext a su apporter ou pu apporter comme surcouche par rapport à ce framework-là, et pour quelles raisons. React rapidement, avec une surcouche Redux, ça permet du coup d'avoir des variables globales via le système de réducteurs et les dispatchers d'actions asynchrones qui permettent du coup d'avoir une malléabilité, une flexibilité autour de ce qu'on veut faire avec le code. Le principe de l'architecture en composants qui permet du coup une réutilisabilité de la plupart des composants qu'on va développer multi-projets ou pas, ça dépend en fait de ce qu'on veut en faire, mais ils doivent être pensés comme ça. Et le cycle de vie des composants, qui est un concept qui est certes assez ardu à comprendre de prime abord quand on commence sur ce genre de technologie, mais une fois qu'on l'a compris, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Et la communauté qui, pour la troisième fois qui revient, avoir un problème sur React aujourd'hui, ça se résout en quelques minutes sur Stack Overflow, la plupart du temps. Next.js, les deux principales raisons pour lesquelles j'ai choisi ce framework-là pour le développement des projets front, c'est la génération de pages statiques ou le server-side rendering pour le référencement, uniquement pour ça. C'est-à-dire que les pages vont être pré-générées par le serveur et renvoyées au client directement en HTML, ce qui nous affranchit de tous les problèmes de SEO qu'on peut avoir avec un framework, une librairie comme React. Et l'optimisation des performances avec un système de cache directement intégré au framework et qui nous permet du coup d'avoir des temps de chargement extrêmement rapides. Il y a aussi un routeur qui est déjà intégré qui nous évite de tout refaire et de tout recoder systématiquement avec le même raisonnement. Et une PWA facilitée, pour ceux qui ne savent pas, c'est les progressive web applications qui peuvent être lancées sur plusieurs devices différents avec le même code. C'est une techno qui est, j'aimerais dire assez jeune, mais pas vraiment. C'est plutôt, ça commence à devenir populaire ces derniers mois. On en entend de plus en plus parler. Et la surcouche Allnext, qui est intervenue parce que le framework n'avait pas de base toutes les fonctionnalités dont j'avais besoin pour développer confortablement sur les projets. Quand on prend l'exemple le plus parlant pour moi, en tout cas, c'est la surcouche HTTP, c'est-à-dire que tous les appels, il y a absolument aucune structure de base en dehors du SSR, donc du server-side rendering, pour faire des appels côté client sur du Next. Il y a pas, c'est pas comme certaines techno back-office ou certains frameworks back-office ils ont une façon de faire et c'est comme ça. En front, c'est un petit peu plus complexe, vu que c'est des technos qui sont en évolution perpétuelle. On a des mises à jour tous les 6 mois, on a des choses qui sont découvertes très régulièrement. Et par exemple, j'ai rajouté une surcouche sur tous les appels HTTP de toutes les applications qui utilisent le framework Next.js développé par Allnext. Une surcouche de sécurité. Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut avoir plusieurs façons de gérer la sécurité. C'est pour ça que j'ai essayé d'abstraire au maximum cette surcouche de sécurité pour que ça réponde à peu près à tous les besoins et qu'elle soit modifiable assez rapidement et facilement. L'architecture des fichiers, ce que j'appelle la containerisation, qui est un très joli mot. Globalement, ça veut juste dire qu'il y a une architecture de fichiers arbitraire et subjectif que j'ai mis en place et qui permet de savoir où est-ce qu'on est, pourquoi est-ce qu'on est là et à quoi correspond l'endroit où on se situe dans l'architecture de fichiers. Tout va pas n'importe où et on met pas tout n'importe où. Tout est bien containerisé. Chaque morceau de code a sa propre logique. Comme le disait la présentation précédente, il est important de toujours simplifier au maximum et de pas avoir des fichiers de plus de 300 lignes avec de la logique métier de partout et pour repasser dessus plusieurs mois plus tard, c'est une galère. Une architecture MVC que j'ai rajoutée aussi sur la partie render.
je ne vais pas appeler ça une surcouche, ça rejoint l'architecture des fichiers, c'est plus une manière d'organiser le code et de le laisser le plus clair et le plus évident possible pour ceux qui vont repasser derrière. Des commandes de génération de fichiers aussi que j'ai rajoutées, on en a parlé, il me semble que c'est la première présentation qui en a parlé, qui est en Angular, mais qu'on n'a pas ni dans React ni dans Next, qui correspondent du coup à la génération de composants rapides. En une ligne de commande, on a généré un composant. En une ligne de commande, on a généré un objet au côté front, ce qui permet de s'affranchir en fait de répéter toujours la même chose, toujours le même code. À noter que quand on commence ce genre de choses, il est important de faire un petit peu de répétition pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et des composants génériques, le plus générique possible, bien que ce soit pas forcément tout le temps possible, évidemment. Il y a des comportements qui vont être spécifiques en fonction des projets, en fonction des pages, en fonction des process, en fonction des flows. On essaye de garder, en fait, quand on développe chez Next un composant, de garder la vision la plus absolue et la plus abstraite possible sur ce qu'on essaye de faire, de façon à pas réinventer à chaque fois la même chose. Un listing est un listing, même si il a un visuel différent, par exemple, la logique restera plus ou moins la même. L'important pour gérer ce genre d'évolution-là, c'est toujours utiliser des temps de R&D pour faire évoluer là où les surcouches du framework sur lequel on est. Il est toujours facile de se dire j'ai pas le temps, je le ferai plus tard, ça c'est pas grave, au niveau de la couche de sécurité, je verrai ça plus tard. Il est important de se prendre du temps régulièrement pour s'allouer du temps dans sa semaine pour repartir sur son architecture, revérifier et penser à la semaine d'avant, savoir quelles idées j'ai pu avoir, quelles notes j'ai pris, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer et aller encore plus loin dans ces surcouches-là, de façon à améliorer encore plus la qualité des développements, à améliorer encore plus le confort des développeurs aussi. Donc, une petite liste non exhaustive des petites choses qui ont été rajoutées de la manière la plus abstraite possible sur tous les projets que j'ai pu effectuer chez Next. Avec en petit bonus, là c'est principalement du templating et du rendering, c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué, c'est plus pour illustrer mon propos. On a des calendriers de réservation interactifs qui peuvent être générés codés en une vingtaine de minutes, à peu près. C'est quelque chose d'envisageable étant donné que j'ai déjà travaillé sur toute la partie abstraction de ce que ça pourrait donner. La gestion du ticketing support, j'ai un petit exemple après là-dessus rapidement, les graphiques et dashboards, l'affichage des documents directement dans les navigateurs, toutes les fonctionnalités en fait où on peut se dire ça pourrait servir plus tard, essayer de la concevoir avec le regard le plus abstrait, avec le plus de recul possible par rapport à ce qu'on veut faire, plutôt que de foncer tête baissée et d'avoir je sais quel comportement je veux, je vais coder ce comportement-là, ce qui selon moi peut éventuellement être une erreur. Donc, quelques petits exemples pour illustrer ce que je voulais dire. Ça, c'est un projet que j'ai développé. C'est un listing. Ce listing, avec le composant de listing dont je vous ai parlé juste avant, c'est 15 minutes de dev. Appel compris. Récupérer les informations depuis une API, les structurer, les formater, faire le rendering, appeler le composant. On en a pour une vingtaine de minutes avec ça. Ce genre de petits composants à droite aussi, avec le sous-menu, le menu, on est autour de 20-25 minutes de dev. Le panneau, une dizaine de minutes de dev. Un autre listing, qui est exactement le même composant que le premier projet, mais vu qu'on est sur un autre projet, il y a les styles qui changent. C'est pareil, on est autour d'une vingtaine de minutes de développement. Et enfin, c'est une partie ticket avec une conversation interactive qui se fait directement dans le bloc à droite. Et on est autour de 15 minutes de développement. L'important dans tout ça, c'est surtout de pouvoir gérer l'organisationnel qu'il y a derrière. Parce que c'est bien beau, en fait, de se dire je vais essayer d'avoir le plus de recul possible et je vais essayer d'avoir le recul sur absolument tout, sur le métier, sur les flows. Je sais exactement ce que je veux faire et comment je veux le faire à l'avance. Pas possible. On peut pas tout anticiper. On s'est tous déjà retrouvés après des réunions de conception en plein développement à tomber sur un problème qu'on n'avait pas vu venir. L'important, c'est surtout la communication. Moi, je vais parler de surtout mon point de vue, c'est-à-dire de front. On a aussi une équipe back-end à Next avec laquelle on est en communication permanente, tout le temps. On est toujours en train d'échanger sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit plus rapide, comment ça peut être plus performant, comment ça peut être plus simple. Des fois, c'est pas possible.
On a des sprints et une conception logicielle qui sont réfléchis et adaptés en fonction des besoins, c'est-à-dire qu'on va pas forcément aller vers automatiquement le plus performant ou automatiquement le plus rapide. Ça dépendra des besoins, ça dépendra des exigences du ou des clients qui peuvent y avoir. Ça dépendra de beaucoup de choses qui sont contextuelles au projet en lui-même, en fait. Et enfin, ça améliore la vision de la progression pour le chef de projet et surtout pour le client qui sera jamais vraiment perdu dans les méandres de l'organisationnel ou qui ne saura pas vraiment ce qui se passe derrière au niveau de l'équipe technique, puisque tout est prévu à l'avance et tout est déjà, toutes les releases sont déjà prévues à l'avance via le petit schéma qui est en dessous. Le client final, ça peut être plusieurs personnes différentes, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un chef de projet, ça peut être un designer. On ne présente pas de la même façon les avantages que peuvent avoir cet organisationnel-là. Pour le chef d'entreprise, ce qui va l'intéresser, c'est le time to market, c'est la rentabilité, c'est la rapidité avec laquelle on va réussir à lui sortir la feature là où les features qu'il désire avoir dans son application. Pour le chef de projet, c'est au niveau de l'organisationnel pur, ce sera très simple de communiquer vu que toutes les équipes communiquent toutes entre elles en permanence. Ça n'arrive jamais d'avoir quelqu'un qui dit « je n'étais pas au courant que ça avait changé ». C'est pas possible. Tout le monde est toujours au courant de tout ce qui se passe. Et le découpage aussi des lots logiciels qui est plus évident, étant donné que les équipes communiquent entre elles, il est beaucoup plus simple de prévoir la date à laquelle va sortir quelque chose quand on sait que ça prend tant de jours pour le back, tant de jours pour le front, avec une petite marge. Et pour les designers, on fait du design system, c'est-à-dire qu'on a trouvé ça cohérent avec l'architecture en composants. Design system, ça veut dire qu'en gros, un composant dans un projet a un comportement et un visuel. Il ne peut pas y avoir un comportement identique avec deux visuels différents et vice-versa. C'est ça que ça veut dire. Et enfin, pour teaser un petit peu et finir la présentation, j'ai une dernière petite chose à vous montrer, parce que je trouvais ça intéressant en fait de vous montrer directement ce que je voulais dire par qu'est-ce que cette architecture-là, comment fonctionnent ces surcouches-là. J'ai mis à votre disposition en fait un repository dans lequel vous trouverez le AllNext.js Community Edition. C'est pas moi qui ai choisi le nom. C'est open source. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller commenter, vous pouvez aller suggérer des choses, vous pouvez essayer d'améliorer, essayer de trouver toutes sortes de choses. Je vous invite vraiment à aller voir. Ça me ferait vraiment plaisir qu'il y ait des gens qui aillent voir et qui participent à ce projet-là. Le but étant vraiment d'essayer d'avoir une plateforme et un squelette qui sera facile à lancer, facile à installer, et avec lequel les projets vont pouvoir se lancer plus rapidement et plus efficacement. J'ai terminé. Merci beaucoup Arnaud. Il y a des questions. Allumer la lumière. Pas du tout le fond de la salle. Ouais, j'ai eu une partie de la réponse vers la dernière slide, mais je suppose que. Est-ce que c'est tout ce que tu as développé et que tu as présenté là qui est open source ou c'est seulement une sous-partie de ce que vous utilisez? Et est-ce que aussi il y a parfois des contributions qu'on a peut-être directement auprès des frameworks slash librairies que vous utilisez, ou est-ce que c'est simplement des surcouches en interne et puis pas de PR sur les dépôts officiels? Alors, pour la deuxième question, c'est que en interne pour l'instant. Mais l'objectif, en fait, c'est justement d'essayer de partager ça un maximum et d'avoir une collaboration entre tous les développeurs qui souhaitent participer à ce genre d'initiative-là et d'avoir le maximum de retours possible, en fait. C'est vraiment l'esprit communautaire qu'on essaie de ravoir avec ce genre de projet-là. Et pardonnez-moi, j'ai oublié la première question. Quelle était-elle? Est-ce que tout est open source? Oui, alors tout ce que j'ai présenté ici est open source. Tout, cependant, n'est pas dans le squelette parce que j'ai pas eu le temps. Mais ça va arriver, c'est un work in progress, c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps, incessamment sous peu, je le promets.
je vais essayer. Mais oui, tout ce qui a été présenté ici directement est dans le squelette. Et c'est pour ça que je vous invite à aller voir pour avoir vos retours, en fait. Même que ce soit des critiques, à partir du moment où c'est constructif et qu'il y a une vraie volonté derrière de construire quelque chose, allez-y. J'ai pas besoin de micro. Ça ira plus vite. Je me demandais en combien de temps vous aviez fait la surcouche et du coup, pourquoi vous avez choisi de baisser cette surcouche plutôt que d'utiliser un framework existant qui répondait à ce que vous avez fait. Alors, la première réponse, c'est le time to market. Avec tout le temps de R&D qu'il faut pour analyser les 100 millions de frameworks JS qu'il y a derrière ou les frameworks front, on avait fait un choix directement sur React, ce qui était subjectif mais pas arbitraire pour autant. Il y avait des raisons. C'est un travail qui a commencé par moi il y a 1 an et demi, presque 2 ans maintenant. C'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que ça a commencé avec des composants à 350 lignes parce que je savais pas quoi faire mieux. Et après, je me suis dit, j'ai eu des petites idées à droite à gauche. Et à la fin, je me suis retrouvé avec ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais faire un squelette et je vais demander à tous les autres ce que eux ils peuvent apporter, histoire qu'on ait quelque chose. Moi, je dirais entre 1 an et demi et 2 ans environ, en sachant que la plupart de mon temps, elle n'est malheureusement pas allouée à la recherche et au développement. Et des fois, on est obligé de coder, des fois, c'est normal. Mais oui, en gros, ouais, je dirais que c'est à peu près entre 1 an et demi et 2 ans. C'est bon pour les questions? Encore une. Comment tu gères la compatibilité du coup, entre les différentes versions de ton framework, avec celle de Next qui évolue, Next qui évolue aussi? Tu crées des composants par-dessus. Next nombre de versions. Est-ce que toi, tes composants nombre de versions en même temps? Comment gérer la compatibilité avec les différents projets qui sont déjà en prod? Alors en fait, il y a 2 concepts. Le premier, c'est exactement ce que tu avais dit pour ta première presse, monter en version automatique, tout simplement. Même si des fois, il faut refacto. Et en fait, avec cette architecture-là, les couches qui vont être affectées par une montée en version, par exemple, les composants sont pas concernés, c'est du React. Éventuellement, si la syntaxe de Redux, elle change les containers, et uniquement les containers. La vue, elle ne changera jamais, le modèle, il changera jamais. Et du coup, ces montées en version-là, en fait, elles dépendent surtout de la couche sur laquelle on veut se situer. C'est tout. Par exemple, il me semble, oui, je suis passé sur React 18, il n'y a pas si longtemps que ça sur un projet en particulier. On a eu la chance, React 18 n'a absolument aucun DC break, il n'y a rien de particulier à savoir là-dessus, c'était pour utiliser les nouvelles fonctionnalités, je pense qu'il y en a qui me comprennent. J'ai pas eu de problème majeur. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas eu de problème majeur sur une montée en version. Les seuls problèmes qu'il y a, et ça c'est inhérent à React en lui-même, c'est les montées en version et des dépendances et des packages qui sont importés de l'extérieur. Ça oui, ça pour le coup, il y a des fois où il y a une mise à jour qui passe mal, où il y a un appel qui change, et ça on n'y coupe pas. Mais à l'intérieur même de la structure, non, si ça touche directement à la structure, vu que tout est compartimenté, normalement il n'y a pas de problème. On semble être arrivé au bout. Donc je voudrais remercier quand même les 3 orateurs d'aujourd'hui, enfin 3 principaux orateurs, pour leur respect réprochable du timing déjà. Pas eu d'intervenir, donc merci à tous. Et merci aussi d'avoir bien voulu vous lancer pour ce premier événement. C'était pas forcément facile, c'est la première fois, parce qu'on n'est pas tous. Donc c'est un peu l'objectif de la prochain événement en mode table ronde, ça démystifie un peu, on est ensemble, on discute en petit groupe. Il n'y a pas de grande présentation à faire. N'hésitez pas à suivre la page du groupe sur LinkedIn, c'est vraiment le mode d'échange qui sera le plus simple, au moins dans les premiers temps, vous faire part de vos idées, vos suggestions. Et puis je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux. Je ne pensais pas qu'on attirerait autant de monde personnellement, donc c'est une bonne surprise. Et ça tombe bien, puisqu'on peut vous restaurer un petit peu pour la fin de soirée. Merci à vous.